Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Oversea. Tout d'abord, merci à vous d'être toujours plus nombreux à ce rendez-vous mensuel. On va se présenter rapidement. Donc, je m'appelle Vianney Martin et je suis responsable des achats aériens chez Oversea. Et bonjour tout le monde, moi je m'appelle Héloïse Roux et je suis responsable du département maritime chez Oversea. Donc je m'occupe du procurement et de la relation avec les compagnies maritimes. Donc pour ce qui est d'Oversea, nous sommes un commissionnaire de transport nouvelle génération qui utilise la technologie, le digital pour simplifier et optimiser le transport international pour les entreprises. On accompagne aujourd'hui plusieurs centaines de clients à travers une soixantaine de pays. On est implanté en propre sur 3 continents, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons faire un point sur le fret international, en aérien et à la fois et en maritime. Et je vous rappelle que vous avez un onglet en bas à droite qui s'appelle Questions et sur lequel vous pouvez vraiment poser toutes vos questions. Et n'hésitez pas à le faire d'ailleurs dès maintenant. On prend toujours un petit moment à la fin du webinaire, une quinzaine de minutes pour y répondre. Je vais commencer par aborder la situation en aérien en sortie de Chine que je qualifierais de paradoxale, puisque la demande des chargeurs dits traditionnels n'est pas très forte, mais nous notons des taux exceptionnellement hauts pour la période. Cela s'explique par le fait que les volumes e-commerce, donc toute la marchandise qui est expédiée directement par ces entreprises chinoises qu'on a appris à connaître ces 6 derniers mois comme Shein, Temu ou bien encore TikTok, ces volumes-là restent très élevés. On estime que ces volumes depuis la Chine vers l'Europe et les États-Unis, donc qui sont les deux principaux lieux de consommation, représentent environ 80 avions fretteurs quotidiennement, ce qui est absolument colossal. Et ces entreprises payent un premium donc pour avoir l'accès à la capacité, et cela pour conséquence de maintenir les taux à un niveau actuellement 2 fois supérieur à ceux que nous avions connus l'année dernière à la même époque. On note par contre une relative stabilité dans ces taux depuis la mi-mai, puisque nous n'avons plus trop ces pics soudains comme nous avions connus ces 3, 4 derniers mois. Et la capacité, quant à elle, elle est relativement bonne, puisqu'il faut en compter en moyenne 3 à 4 jours avant de pouvoir accéder à cette capacité. Euh, Si on aborde maintenant la question des perspectives, ce qui est un exercice toujours assez délicat, je dirais qu'à court terme, on devrait quand même être sur un marché baissier, puisque les volumes e-commerce devraient baisser avec la période estivale, parce que c'est une période où la consommation est plus faible en Europe et aux États-Unis, et on devrait donc quand même atteindre un point bas sur les taux dans le courant du mois d'août. Par contre, il est très difficile de prévoir l'ampleur de cette baisse. À moyen long terme, les perspectives sont par contre beaucoup moins encourageantes, puisqu'on n'anticipe pas une baisse durable de ces volumes de e-commerce. J'en veux pour exemple, par exemple, Air China, qui vient de mettre en place depuis juin 2 vols fretteurs par semaine en direct entre Shanghai et Paris. Et ces fretteurs sont exclusivement réservés à de la marchandise e-commerce, par exemple. Donc vous, en tant que chargeur traditionnel, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et cela nous fait dire que nous devrions connaître une fin d'année 2024 mouvementée, avec une peak season qui s'annonce beaucoup plus forte que celle que nous avions connue l'année dernière, puisque nous allons partir d'un point bas qui sera beaucoup plus élevé pour les taux, avec une grande partie de la capacité qui sera préemptée par le e-commerce, et on devrait donc avoir une vraie bataille pour l'accès à la capacité. Enfin, en termes de recommandations opérationnelles, le mot d'ordre est toujours le même, à savoir l'anticipation, mais également optimisation de vos lots. Opérationnellement, il sera plus facile et fluide pour vous de faire partir plusieurs lots, par exemple de 15 mètres cubes, qu'un seul gros lot de 50 mètres cubes. Aujourd'hui, les compagnies aériennes ne recherchent pas spécifiquement des très gros lots, puisqu'elles n'ont pas de difficulté à trouver de la marchandise avec le e-commerce. Je voudrais maintenant aborder avec vous la situation dans les autres pays asiatiques, puisque cette situation chinoise n'est pas sans avoir des répercussions sur les autres origines, notamment celles d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande ou le Vietnam, et cela pour plusieurs raisons. Le fret en transit depuis ses origines est devenu beaucoup moins prioritaire pour ces compagnies aériennes, car c'est un fret qui est moins rentable que celui en provenance de Chine, donc la priorité ne lui est pas accordée. Et à cela s'ajoute le fait que ces pays, eux, continuent de connaître une croissance de leurs exports, et à cela cumule une partie du fret qui est rapatrié de la Chine vers ces pays afin d'avoir des taux plus bas que ceux actuellement pratiqués en Chine. Et dans le même temps, la capacité, elle, ne suit pas nécessairement, ce qui amène à des backlogs très conséquents. Par exemple, en ce moment, en sortie de Thaïlande et de Vietnam, il faut compter au minimum une grosse semaine avant de pouvoir accéder à la capacité.
Les bonnes nouvelles, quant à elles, sont plutôt à chercher du côté de l'Inde, puisque la situation s'est améliorée par rapport à avril-mai dernier. Comme nous nous y attendions, avec la fin de la haute saison du retail, les taux ont cessé d'augmenter jour après jour, et nous nous retrouvons petit à petit dans une situation normale. Actuellement, on compte en moyenne un transit time moyen entre l'Inde et l'Europe à 4-5 jours, contre près du double en avril-mai dernier. Enfin, je vais terminer avec un mot rapide sur l'export, où cette fois-ci, nous sommes dans une situation beaucoup plus traditionnelle et à l'avantage des chargeurs, car la capacité en soute est beaucoup plus importante que la demande. On est dans un marché baissier où les compagnies aériennes vont maintenant se battre pour les lots importants, hein, donc tous les lots qui vont être au-delà de 3 tonnes, et elles sont prêtes à accorder des rabais généreux pour ces lots. Et on estime que cette situation devrait durer au moins jusqu'à la fin août. Je vais désormais laisser la parole à Héloïse pour qu'elle vous fasse un point sur la situation en maritime. Merci beaucoup, Vianney. Ouais, donc on va passer à la situation en maritime avec un focus particulier sur l'import-Asie. Donc on abordera d'abord la situation actuelle, un petit point sur la situation actuelle, puis un point sur les perspectives pour les semaines et les mois à venir. Et à la fin, on parlera quand même un petit peu d'export US, puisque on sait que c'est un trade qui intéresse aussi beaucoup de nos clients. Donc concernant l'import-Asie, ce qu'on peut dire, c'est que la situation actuelle est toujours très très tendue en import-Asie et elle continue de se dégrader. Ça fait d'ailleurs quelques semaines et quelques mois j'ai l'impression qu'on dit la même chose en fait, mais comment on en est arrivé là? Très brièvement, en fait, c'est un effet conjoint de la baisse de la capacité et de la hausse des volumes, donc un simple en fait déséquilibre entre l'offre et la demande. Les chiffres qu'il faut retenir, c'est que depuis le début de l'année, on a environ 15% de capacité en moins par rapport à ce qui avait été prévu, et ça c'est lié au routing via le Cap de Bonne-Espérance et non plus la mer Rouge et le canal de Suez. Par ailleurs, on a une demande qui est très dynamique depuis le début de l'année. Alors, en fonction de ce qu'on regarde, les chiffres aussi, mais on a des chiffres entre 8%, 15% par rapport à l'année dernière. Et donc, forcément, ça a des conséquences sur les taux. On a des vagues successives de PSS, donc de Peak Season Surcharge, qui ont été appliquées ces dernières semaines, y compris sur les contrats à long terme. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a des taux spot qui oscillent entre 8 000 et 9 000 dollars sur la deuxième quinzaine de juin. Alors, il y a quand même, par rapport à la dernière fois qu'on a fait un webinaire, il y a quand même eu du nouveau sur la capacité. Vous avez certainement vu dans la presse que, premièrement, CMA-CGM a lancé des extra loaders, donc un service supplémentaire qui s'appelle le FPS, pour French Peak Service. Et la compagnie MSC qui a lancé aussi un nouveau service qui s'appelle le Britannia, qui alors ne touche pas la France, mais va toucher au moins le port d'Anvers et d'autres ports en Europe. Il faut quand même faire attention à gérer, on va dire, nos attentes vis-à-vis de ces nouveaux services et de cette capacité supplémentaire. En ce qui concerne, par exemple, CMA-CGM, le nouveau service, en fait, il s'agit d'un service qui va s'opérer une fois par mois pour le Nord-Europe et une fois par mois pour la Méditerranée, avec des petits bateaux. Donc, c'est des navires de 7000 TEUs. Donc, en fait, on pense que ça va plus servir à éponger le backlog actuel plutôt qu'à réinjecter massivement de la capacité sur le marché. Ça, c'est pour la situation actuelle. Alors, quelles sont les perspectives futures et finalement, quelles recommandations opérationnelles on peut formuler en ce moment? Déjà, les perspectives futures, elles sont toujours relativement floues. Du moins, comme souvent sur ce marché, en fait, on entend tout et son contraire et toujours avec beaucoup de conviction. Donc, là où tout le monde est d'accord, c'est que la période de l'été va rester assez tendue sur le marché. Nos prévisions à nous et qui sont partagées sur le marché, c'est que la barre des 10 000 dollars va probablement être franchie au mois de juillet ou début août. D'ailleurs, c'est pas un pronostic qui m'engage beaucoup puisque en fait, on voit déjà aujourd'hui certains taux spot dépasser les 10 000 dollars. Et alors pour la suite, à partir du mois de septembre, on entend vraiment deux sons de cloche différents sur le marché. Les sons de cloche les plus pessimistes, qui sont partagés par certaines compagnies, elles tablent sur une situation qui va perdurer jusqu'au Nouvel An chinois 2025. En fait, l'argument pour appuyer ça, c'est que il y a une succession d'événements qui vont créer une peak season qui va finalement être très lisse et très durable dans le temps. Ces événements, c'est d'abord l'effet des Jeux Olympiques sur la consommation, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Puis ce qu'on appelle le back to school cargo, donc c'est-à-dire les cahiers, les stylos, voilà, qui représentent beaucoup de cargos qui sont envoyés généralement à l'été. Puis ensuite, il y aura le Black Friday qui, selon les entreprises maintenant, est presque plus, créer une plus grosse demande presque que les fêtes de Noël qui suivent le Black Friday. Puis ensuite, le Nouvel An chinois qui, en 2025, va être un petit peu plus tôt qu'en 2024 puisqu'il va se dérouler en janvier. Donc, selon, on va dire, un son de cloche assez pessimiste, tous ces événements-là vont créer une sorte de peak season qui va finalement pas s'arrêter jusqu'au Nouvel An chinois 2025.
En revanche, on a d'autres compagnies maritimes qui elles commencent à dire qu'elles voient un ralentissement du cargo probablement dès la fin août. En fait, ces compagnies-là, elles estiment que le pic qu'on connaît actuellement, il est plus dû au report des importations de début 2024 et à l'effet de restocking, puisque les stocks sont assez bas actuellement. Mais ces compagnies-là, elles pensent que dès que les stocks vont être de nouveau un petit peu remplis, en fait, l'effet pic, il va s'essouffler et elles estiment cet essoufflement pour, on va dire, fin août, début septembre. Donc, pour résumer, on a un peu deux scénarios possibles. Comme d'habitude, c'est assez flou et on n'en sait pas grand-chose. Alors, on peut quand même formuler quelques recommandations, on va dire, opérationnelles pour naviguer dans ce marché qui est très, très complexe. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'été, les compagnies, elles sont fermées aux nouveaux contrats. Il y a beaucoup de compagnies qui ont dénoncé les contrats existants, donc les NAC existants. Soit ils ont ajouté des PSS sur les contrats à long terme, soit ils ont réduit les allocations, soit ils ont tout simplement annulé ces contrats. Pour les chargeurs et les transitaires qui ont eu la chance de garder leur contrat, les compagnies, elles imposent toutes maintenant ce qu'elles peuvent appeler un bundle ou un cargo mix, c'est-à-dire de donner une certaine quantité sur le contrat et une certaine quantité sur les taux marché. Donc, première recommandation qu'on peut formuler, mais si vous avez un bundle qui est imposé, il faut à tout prix le suivre si vous souhaitez garder votre contrat. Sinon, les compagnies se réservent vraiment le droit d'annuler les contrats qu'elles ont signés en début d'année. Deuxième recommandation opérationnelle, anticiper. Comme d'habitude, on prévoit toujours 4 à 5 semaines d'anticipation et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et si vous êtes plus pressé que ça, vous pouvez penser au taux premium. Donc le taux premium, le plus premium du marché, c'est toujours le Diamond-MSC qui est vraiment très cher, mais qui vous permet un chargement dans les 2 semaines généralement. Et dernière recommandation dont on parle assez régulièrement, mais qui aujourd'hui est plus que jamais à l'ordre du jour, c'est le rail. En fait, aujourd'hui, un conteneur 40 pieds en rail vous coûte à peu près $12,000. Et donc, on voit que l'écart se resserre vraiment avec les taux qu'on peut avoir en maritime. Le rail, aujourd'hui, a un transit time d'environ 28 jours de gare à gare. Donc, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que le maritime et qui finalement vous coûte pas beaucoup plus cher que ça. Donc, le rail, c'est vraiment une bonne alternative en ce moment. Voilà pour l'import Asie. Pour finir, j'aimerais rapidement évoquer les autres trades et en particulier l'export US parce que c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. Alors, est-ce que la situation sur l'import Asie a des conséquences actuellement sur l'export US? C'est surprenant, mais pour le moment, pas tellement. Le trade export US est toujours sous le seuil de rentabilité. Il est sous le seuil de rentabilité pour les compagnies maritimes depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs mois. Les compagnies ont fait quelques tentatives en début d'année pour restaurer les taux, mais finalement ces tentatives elles n'ont pas abouti ou elles n'ont abouti que partiellement. C'est-à-dire que les compagnies ont réussi à réélever un peu les taux, mais pas suffisamment. Et donc nous ce qu'on pense c'est que les compagnies vont continuer à essayer de faire passer des PSS, donc des peak season surcharge, des GRI, donc des general rate increase, pour essayer de remettre un petit peu le trade à un niveau de rentabilité correct pour elles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les navires, le problème pour les compagnies maritimes, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les chargeurs, mais les navires aujourd'hui sont pas remplis et donc les compagnies, elles ont beaucoup de mal à faire augmenter les taux. Donc c'est un trade sur lequel les chargeurs ont aujourd'hui, j'ai envie de dire, un peu de pouvoir de négociation, quoi. Maintenant, il faut quand même faire très attention puisque ce qu'on a vu par le passé, c'est que dès que l'import Asie et dès que le Transpacifique commence à devenir des trades compliqués, ce qui est le cas aujourd'hui, en fait, le trade Europe-US suit généralement 6 mois ou 9 mois après. Il n'y a pas vraiment de corrélation logique, peut-être si ce n'est un manque de navires, de la congestion, un manque d'équipement, mais en tout cas, c'est les observations empiriques qu'on a fait ces dernières années. Et donc, comme les taux sont bas aujourd'hui, notre conseil, ce serait de contractualiser dès maintenant. Alors, attention, si vous demandez des taux trop bas, vous serez de toute façon soumis à PSS, à GRI, mais le simple fait de faire connaître votre trafic auprès d'une compagnie maritime, c'est-à-dire de pas utiliser le taux FAK, mais d'utiliser un taux NAC, ça permet de montrer de la régularité, de faire connaître votre trafic auprès d'une compagnie maritime, et donc ça vous protège de hausses trop importantes si jamais le marché venait à monter dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Voilà pour ce topo, on va dire rapide sur le fret maritime et aérien. Donc on est dans un marché qui est complexe. Vous l'avez vu, on a un mois on va dire de juillet et août qui vont rester relativement forts. Mais a priori, il est possible que le creux de la vague se situe juste après. En tout cas, c'est certaines hypothèses qui sont émises par certaines compagnies maritimes et certains de nos partenaires en Asie. Merci beaucoup pour votre attention. On va sans plus tarder passer aux questions. Je vois que vous nous avez déjà posé de nombreuses questions. Merci beaucoup.
Vas-y, Jeanne, je te laisse prendre Merci peut-être la Héloïse. première. Ouais, j'ai une première question moi d'Héloïse Courtois qui me demande si la tendance qu'on présentait sur l'aérien Chine-Europe s'applique de même manière plus globale à la route Asie-Europe, notamment en sortie d'Inde. Alors oui, tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui les marchés aériens sont quand même tous interdépendants et donc des difficultés sur un marché entraînent également des difficultés en cascade sur les autres marchés. Et comme je le disais en ce moment, en fait, le fret aérien en sortie de Chine sature l'espace, notamment dans les aéroports de transit. Je pense aux gros aéroports de transit comme Dubaï, Istanbul, et donc tout le fret également en sortie de Thaïlande ou de Vietnam est compliqué, que ce soit en termes de backlog et également en termes de prix, ça augmente le prix. Et par contre pour la sortie d'Inde, en termes de backlog, la situation s'améliore quand même par rapport à celle qu'on avait connue sur le début d'année 2024, avec des taux de fret qui sont eux pour le coup toujours beaucoup plus élevés par rapport au niveau de 2023, et par contre on ne prévoit pas une forte baisse dans les mois à venir. Alors, je passe à la question la plus votée, qui est celle de Laurie. Bonjour, merci pour cette conférence. Aurons-nous le support par mail? Oui, bien sûr. Fleur va vous envoyer à la suite de ce webinaire les slides par email, donc pas d'inquiétude à ce sujet. J'enchaîne sur une question de Hugo. Le rail est saturé en raison de la faible capacité. Quels sont vos retours sur ce fret? Alors effectivement, saturé, c'est un mot qui est fort, mais le rail est un petit peu, on va dire, victime de son succès en ce moment, mais tout comme le maritime. Donc pour vous donner des éléments un peu plus chiffrés, en ce moment, pour accéder à de la capacité sur le rail, nous, ce qu'on observe, c'est un préavis de 2 à 3 semaines qui est demandé. Donc c'est à la fois long pour du rail, mais à la fois plus rapide qu'en maritime. On peut accéder donc à la capacité. S'il faut laisser passer un train, en fait, il y a de la place sur le suivant. C'est pas non plus comme en maritime où parfois il faut laisser passer 2 à 3 semaines. Et de toute façon, il peut y avoir un peu de congestion aux frontières. Donc le transit time, on va dire théorique pour le rail, s'il n'y a pas de congestion, c'est entre 18 et 20 jours. En ce moment, il faut compter 28 jours. Donc on compte quand même 8 jours de congestion tout au long du parcours en rail, que ce soit aux frontières ou au moment des loading, reloading. Donc c'est quand même une congestion qui représente quasiment 30% du trajet, hein, donc c'est beaucoup. N'empêche que 3 semaines maximum pour accéder à la capacité, souvent 2 semaines, et 28 jours de transit time, c'est toujours bien plus intéressant qu'en maritime. Donc nous, c'est quand même un mode de transport qu'on pousse de notre côté. Alors, une question de Marie. Pour la route maritime via le canal de Suez, quelle est la situation actuelle? Une amélioration en perspective? Alors, je ne sais pas si Marie, vous avez eu l'occasion de lire la presse un petit peu spécialisée et même non spécialisée ces derniers jours, mais pour l'instant, les perspectives, elles sont, j'ai envie de dire, très très mauvaises. C'est-à-dire que le groupe des rebelles Houthis est toujours très actif dans la zone. Il y a eu, je crois, en début de semaine, au moins 3 attaques de navires. Alors, il n'y a plus de navires de conteneurisés qui passent par cette zone-là, mais là, en l'occurrence, c'est des navires vraqués, il me semble, avec des situations on va dire vraiment catastrophiques, notamment pour les marins qui travaillent sur ces navires-là. Donc la réponse courte, c'est on a vraiment aucune perspective d'amélioration à court terme. Alors après, je suis pas experte géopolitique. Il est possible que la situation se débloque, j'ai envie de dire, aussi vite qu'elle s'est bloquée. Mais pour l'instant, en tout cas, les perspectives, elles sont très très mauvaises. Et la route via le Cap de Bonne-Espérance reste la norme. Et notre avis et l'avis de la presse spécialisée, c'est au moins jusqu'à la fin de l'année. Je prends une question de Fabrice. Pensez-vous que nous allons revenir à des taux de fret identiques à ceux du Covid? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus, Fabrice? Je pense qu'au plus fort du Covid, les taux de Diamond Tier de chez MSC, donc qui devaient être les plus chers du marché, étaient aux alentours des 16 ou 17 000 $, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, on est toujours en dessous des 10 000 $. Peut-être pour le Diamond Tier MSC, on doit quand même vraiment se rapprocher des 10 000 $. Donc ça impliquerait encore une augmentation pour vraiment simplifier, de 7 000 $ par rapport au taux actuel. Tout dépend de si la situation actuelle continue comme ça. Ce qu'on observe, c'est que généralement, les taux de fret ne stagnent jamais vraiment très longtemps. Soit ils augmentent, soit ils baissent. Et ils peuvent augmenter très vite et baisser très vite. Donc, si la situation, elle perdure, comme un peu ce que je décrivais dans le premier scénario, c'est-à-dire jusqu'au Nouvel An chinois, oui, il est fort probable que les taux de fret continuent de monter, et d'ici décembre ou janvier prochain, bien sûr qu'on attendra les 17 000 $. Et j'ai même lu
je crois que c'est un rapport de Sea Intelligence qui parlait de 20 000 $ si les taux continuent à augmenter à la même vitesse. Donc ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est que la situation se calme d'ici la fin de l'été et que les taux commencent à redescendre petit à petit. Donc j'ai envie de vous dire, il est possible, c'est pas impossible que ça revienne au taux Covid, mais c'est pas le scénario le plus probable à l'heure actuelle. Il y a un fort niveau de probabilité, mais je dirais pas que c'est le plus probable. Voilà, je vous fais une réponse qui est très compliquée, mais en même temps, prévoir des taux de fret et prédire des taux de fret, c'est un des exercices les plus difficiles pour nous. Donc voilà, puis comme d'habitude, on ne sait jamais à quoi s'attendre sur ce marché. Donc voilà. J'enchaîne sur une question de Stéphane. Bonjour, les taux évoqués concernent-ils du 20 pieds ou du 40 pieds? Plus précisément, quel taux pour l'un ou pour l'autre? Alors, merci pour cette question, Stéphane, parce qu'effectivement, je l'ai même pas précisé une fois dans le webinaire, mais je parle systématiquement des taux 40 pieds. Sachant que le taux 20 pieds, il faut jamais compter la moitié du taux 40 pieds. C'est plus souvent, on va dire 66% les 2/3 du taux 40 pieds. Donc, en très très grosse maille, en ce moment, les taux 40 pieds, donc sur la deuxième quinzaine de juin jusqu'au 30 juin, ils sont entre 8 500 et 9 500 $ pour le taux spot, hein. Et les taux du 20 pieds sont allés aux alentours des 5 000, 5 500 $. Voilà. Mais toujours un peu difficile pour moi de donner des taux de fret, hein. Ça dépend vraiment de si vous avez un contrat, si vous avez voilà, mais c'est à peu près la fourchette des taux spot qu'on trouve en ce moment. Une question de Karine. Les grèves au Havre ont-elles eu un impact quant au chargement, tant au chargement qu'au déchargement? Alors, il y a eu des impacts. Nous, on les a vus. Alors, si on parle de l'import particulièrement au déchargement, les impacts les plus importants, ce qu'on a pu observer en tout cas, c'est un petit peu au niveau des opérations, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un petit peu de délai pour faire livrer votre conteneur si vous êtes à l'import. L'autre impact qu'on a pu voir, c'est les frais de démurrage et de détention. Alors, il faut savoir qu'en cas de grève, parfois, le terminal et les compagnies maritimes prennent à leur charge une partie des frais de stockage pour le terminal et une partie des frais de demdet pour les compagnies maritimes. C'est pas toujours le cas. Là, on n'a pas eu de communication officielle encore des grèves, donc l'impact le plus significatif pour vos opérations, c'est plutôt, pour vos opérations et pour vos coûts, c'est plutôt les frais de démurrage, détention. En tout cas, de ce que j'ai pu observer, on est quand même loin de la situation de l'année dernière. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au moment des grèves qui avaient eu lieu au mois de mai et juin, qui avait quand même vraiment paralysé l'activité des ports français pendant plus de 3 semaines. Tout le monde avait dérouté sur Anvers à la place du Havre. Là, on est quand même dans une situation qui est beaucoup plus calme que l'année dernière. Alors, je regarde s'il y a des questions qui ont été beaucoup votées. Une question de Mathilde. Qu'en est-il de la congestion à Singapour? Voit-on une amélioration? Les ports secondaires commencent également à être dans la même situation. Quelle solution pour réduire cet impact à l'export comme à l'import? Donc oui, effectivement, on a vu quand même un peu de congestion dans les ports asiatiques. Cette année, moins dans les ports chinois que dans les ports de transbordement, qui sont donc généralement Singapour chez certaines alliances, plutôt Malaisie, Port Kelang pour d'autres alliances. Aujourd'hui, il y a toujours pas mal de congestion à Singapour. Moi, j'ai pas vu d'amélioration particulière dans les dernières semaines. Maintenant, elle est peut-être passée de, je sais pas, ça peut changer, on va dire d'un jour à l'autre, mais on a effectivement toujours une congestion à Singapour. Là, le changement de service le plus majeur qu'on a vu pour essayer de réduire cette congestion à Singapour, c'est le changement de CMA-CGM qui a décidé sur un service de transborder au port de Singapour pour, je pense, soulager une partie de cette congestion-là. Pour l'instant, c'est un peu le seul impact qu'on ait vu sur le port de Singapour, et je crois pas que ça a eu un effet significatif sur la congestion. Maintenant, c'est toujours un effet qui peut être décalé de 3 à 4 semaines. Donc, j'ai envie de dire, on verra dans quelques semaines à la mi-juillet si c'est quelque chose qui s'est amélioré ou pas. Alors, je suis désolée, je cherche des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Si tu as vu une question en aérien, Vianney, n'hésite pas à la prendre le temps que... Ouais, mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que toutes les questions concernent du maritime. Ça y est, j'ai trouvé une question à la limite sur le rail. Bonjour, avec cette eau maritime qui explose et la capacité qui baisse, le report rail risque-t-il d'être victime de son succès, congestion, hausse des tarifs, etc. Merci. Oui, tout à fait. En fait, le rail, il est déjà, entre guillemets, victime de son succès. Donc, si je vous rappelle un petit peu rapidement la situation
en rail. Aujourd'hui, on a 2 à 3 semaines d'attente pour pouvoir monter sur un train, donc on demande 2 à 3 semaines de préavis, ce qui est plus qu'en temps totalement normal. Aujourd'hui, le transit time en rail, il est de 28 jours versus 18 jours quand tout se passe bien. Donc on a quand même 18 à 20 jours, on va dire. On a quand même à peu près 10 à 8 jours de congestion supplémentaire. Et les tarifs, ils sont aux alentours des 12 000, 12 500 $ en ce moment, ce qui reste plus cher que le maritime, et on pense qu'ils vont encore augmenter en juillet. Donc la réponse courte, c'est oui, le rail va être entre guillemets victime de son succès et va subir les mêmes effets de hausse et de congestion que le maritime. Cela dit, c'est toujours une solution qui est plus avantageuse que le maritime, que ce soit en termes de transit time et de préavis de chargement. Donc vous gagnez beaucoup de temps par rapport au maritime. Et côté tarifaire, l'écart il est pas si important que ça en fait, avec les taux maritimes qui explosent. Aujourd'hui encore, le rail il reste assez raisonnable quoi au niveau tarifaire. Donc pour nous, ça reste une très bonne solution. Non, il faut voir l'augmentation des taux qui se passe en juillet. Mais pour l'instant, on a une explosion qui est beaucoup plus importante en maritime qu'en ferroviaire. Alors, une question intéressante de Jean-Philippe. Décalage de l'offre et de la demande, n'est-ce pas juste lié au blank selling et à des ententes entre les grands pour organiser tout cela et faire remonter les prix? Alors, oui et non. Je vois ce que vous voulez dire, Jean-Philippe, mais décalage entre l'offre et la demande, en fait, on a plus de demandes que l'année dernière. Ça, c'est en fait, et c'est une bonne chose pour les compagnies maritimes. En ce qui concerne l'offre, le premier effet qu'on voit, c'est quand même l'Eurorouting via le cap de Bonne-Espérance, qui structurellement fait perdre 15% de capacité sur le marché. Donc, ça, c'est pour la partie non de ma réponse. Pour la partie oui, il est sûr que les compagnies maritimes, elles ont quand même bien compris qu'en réduisant la capacité, elles pouvaient vraiment avoir un effet, on va dire, démultiplié et exponentiel sur les taux. Et donc, elles ont quand même mis en place des blank selling et elles ont, d'une certaine manière, artificiellement entretenu, contrôlé la capacité disponible sur le marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de blank selling qu'il y a un mois, c'est-à-dire que les compagnies maritimes, elles remettent même des services en place. C'est le cas de CMA CGM avec le FPS ou de MSC avec le Britannia. Ensuite, il y a des compagnies maritimes qui disent parfois qu'elles blanquent, mais en fait, elles mettent en place des services qui sont, on va dire, exclusifs pour éponger leur backlog. Donc, oui, les compagnies ont compris que en ne mettant pas le trade dans une situation de surcapacité, elles pouvaient contrôler la hausse des taux. Mais aujourd'hui, il y a plus beaucoup de blank selling sur le marché. J'ai vu une question en aérien que j'essaye de retrouver. Ah si, ah non, attends, question d'Aurélie, je pense que tu as déjà répondu peut-être. Moi j'ai la question de Brigitte. Quelle est la situation pour les imports aériens en provenance de Corée, taux, capacité? Merci. Pardon. Pour la Corée, la situation va être la même, si vous voulez, que ce que je disais pour les pays d'Asie du Sud-Est, à savoir que en termes de taux, les compagnies profitent du fait que les taux soient très élevés en sortie Chine pour monter un peu les taux de toutes les origines asiatiques, et donc la Corée n'y échappe pas. Par contre, en termes de capacité, ici la situation n'est pas trop mauvaise. Hein. En 2-3 jours, vous pouvez trouver de la capacité sans difficulté. Et ça, j'en profite également pour continuer sur la question de Julie qui demandait la situation en départ Japon maritime aérien et au départ du Japon, la situation est exactement la même, donc toujours que pour la Corée, à savoir des taux élevés, mais une capacité qui est relativement bonne. Concernant le maritime, pour le Japon, on considère que c'est exactement la même chose que sur la Chine. C'est-à-dire que de toute façon, ce sont les mêmes services, donc soit en transbordement chez certaines alliances, soit en direct chez les alliances, chez The Alliance notamment avec OneLine et H&M. Donc voilà, c'est une situation qui est vraiment similaire dans le sens où si les services en sortie de Chine sont pleins, les services en sortie de Japon sont également pleins. Merci beaucoup vraiment pour toutes vos questions. Je crois que c'est la première fois qu'on en a autant. On va vraiment essayer de répondre à tout avec Vianney, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. J'avais vu une question que j'essaie de retrouver sur le transit time via le Cap de Bonne-Espérance. Ah oui, c'est une question de Philippe, je ne sais pas si tu la vois. Considère-t-on toujours 15 jours de transit time additionnel via Bonne-Espérance? D'accord. Ah oui, alors super, merci beaucoup Philippe pour cette question. Alors ça dépend de quel trade vous parlez. J'ai le sentiment Philippe que vous parlez peut-être d'export, mais je suis pas sûre. En tout cas, à l'import, on considère maintenant plus, on va dire entre 7 à 8 jours de transit time additionnel via le Cap de Bonne-Espérance avec le rerouting des bateaux. Et avec le rerouting des bateaux, avec les nouveaux services qui ont été mis en place, l'adaptation des services qui ont été mis en place par les compagnies maritimes. Donc, la réponse claire, c'est plus 8 jours
à l'import. Et à l'export, ça va dépendre vraiment du service. Mais si vous parlez d'export Asie, pareil, on considère en moyenne plus 8 jours, sachant que la zone de la Méditerranée a été beaucoup plus impactée que la zone du Nord-Europe pour des raisons géographiques, si vous voulez, pour aller en Méditerranée. Maintenant, en plus de contourner l'Afrique, il faut aussi passer par le détroit de Gibraltar, alors que pour le Nord-Europe, vous avez un accès directement au port du Havre et puis aux autres ports du Nord-Europe. Mais la réponse, on va dire courte, et puis ensuite, il faudrait voir trade par trade, c'est en moyenne plus 8 jours. Entre-temps, j'avais pris une question de Nicolas. Est-ce que les matières dangereuses sont transportables par le rail type batterie? C'est une très bonne question, Nicolas, et merci beaucoup de la poser. Je l'ai pas précisé, mais non, c'est pas le cas. Les matières dangereuses ne peuvent pas être transportées en rail, en particulier les batteries qui sont déjà très compliquées, que ce soit en maritime ou en aérien. Donc le ferroviaire, c'est complètement impossible pour les matières dangereuses. En revanche, je crois que pendant le Covid, on avait quelques petites exceptions, notamment pour des matières dangereuses type gel hydroalcoolique, qui faisaient partie de ces choses, on va dire dangereuses mais pas trop dangereuses, et qui étaient surtout des biens de première nécessité pendant le Covid. Donc, il me semble qu'il y avait eu de très faibles exceptions pour le dangereux en rail. Donc, à vérifier. En tout cas, les batteries, je peux vous assurer que c'est pas possible. Alors, je vois une question sur le rail, une question et une affirmation et pas mal de questions qui en découlent. Le rail peut se faire en TT 15 jours, Chienne-Duisbourg en express. C'est une information que je n'ai pas. Alors, en tout cas, je sais pas. Pour moi, c'est un service qui n'existe pas. Si le service existe, je savais pas qu'il existait. Donc, c'est très intéressant. On va vérifier de notre côté. En tout cas, c'est quelque chose, nous, que nos agents chinois ne nous ont jamais proposé. Et ça impliquerait une vitesse quand même relativement importante parce que c'est quasiment la moitié de ce qui se fait aujourd'hui. Et sachant que le transit time, on va dire normal, quand je vous disais normal entre 18 et 20 jours, c'était plutôt Zhengzhou-Liège. Le Xi'an-Duisbourg est effectivement plus court. Donc, on peut se dire qu'un transit time théorique pour Xi'an-Duisbourg, c'est environ 15 jours. En ce moment, avec la congestion aux frontières, c'est un transit time qui est pas possible d'être respecté. Maintenant, Marina, ça a l'air d'être une affirmation, donc je vais vérifier de mon côté. Effectivement, c'est peut-être un service qu'on peut proposer, mais ça me paraît très très ambitieux. J'ai une question de Andrea sur l'aérien concernant les imports en sortie d'Inde. L'offre en direct vers l'Europe semble compliquée. Un passage par Dubaï ou autre est vraiment nécessaire. Effectivement, les services en direct entre l'Inde et l'Europe sont faibles. On est surtout sur des vols passagers pour avoir un accès rapide à la capacité. On va vous recommander là à nouveau de transiter par les gros aéroports de fret. Et pour l'Inde, effectivement, on va être surtout les aéroports de la péninsule arabique, à savoir, on va avoir donc Dubaï, également Doha. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de services via Istanbul. Donc ça va être ces 3 gros aéroports sur lesquels vous allez avoir, je pense, effectivement, beaucoup plus d'offres et un accès à la capacité plus rapide que sur des directs vers l'Europe où on est en majorité sur des vols passagers. Et donc les capacités d'import en soute sont plus faibles, d'autant en ce moment où on a des très fortes températures en Inde. Vous allez voir qu'il y a des canicules, la température dépasse allègrement les 40 degrés, et donc ça impose aux avions de prendre moins de fret pour pouvoir assurer le décollage de l'avion. Allez, je vais peut-être prendre une dernière question pour le rail qui est intéressante et qui j'ai perdu la question. Il y a trop de questions, mais je vais vous la lire à voix haute. C'est une question qui concerne le rail et qui nous demande si, en raison de la congestion sur la route classique qui transite par la Russie, donc par la Chine, puis par la Russie, puis par la Biélorussie, puis par la Pologne. S'il y a de la congestion sur cette route-là, est-ce qu'il est possible d'emprunter ce qu'on appelle la route du Sud, donc ce qu'on a appelé aussi la nouvelle route de la soie à un moment, qui consiste à contourner la Russie. Nous, c'est une solution qu'on ne conseille pas, puisque c'est une route qui, vu qu'elle n'emprunte pas la Russie, elle traverse plusieurs mers, notamment la mer Noire et la mer Caspienne. Et donc, il y a des ruptures de charge à ce niveau-là, avec potentiellement des transbordements, voire du loading, reloading de conteneurs. Donc, en fait, c'est une route qui, en théorie, je crois, fait 35 jours, quelque chose comme ça, donc déjà qui est pas très intéressante par rapport au maritime, qui est chère et qui, en pratique, a trop de ruptures de charge pour être considérée comme fiable, quoi. Donc, nous, ce qu'on considère, c'est que cette route-là, ce qu'on estime, c'est que, parce qu'on l'a jamais vraiment testé, c'est qu'elle prend entre 40 et 45 jours. Donc, c'est une option qui nous semble pas intéressante, puisque trop compliquée opérationnellement. Voilà, on a déjà dépassé un petit peu l'heure de 3 minutes. À nouveau, Vianney et moi, on vous remercie énormément pour
pour votre enthousiasme, pour votre participation et pour toutes vos questions. Ça nous rassure beaucoup parce que on voit que le sujet, que les sujets vous intéressent, donc ça nous encourage aussi beaucoup à maintenir ces rendez-vous de manière assez régulière. Et donc, on vous remercie et on vous dit probablement à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir.